نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إحضار هذا المؤتمر المغاربي والمغربي حول المناعة، داء المناعة ونقص المناعة. وسأتدخل بطريقة خاصة لأن سأتدخل عن طب الأعصاب وعن l'immunomodulation وليس substitution. إذن أبدأ محاضرتي. Là, chers confrères, chers collègues, j'ai l'immense plaisir de participer pour cette réunion sur les immunoglobulines. Et c'est toujours un plaisir parce que ça nous permet de défendre un peu la place de cette thérapeutique et de montrer un peu les différents aspects particuliers de l'utilisation dans le sens immunomodulation. Et comme je vais parler des neurosciences, de la neurologie, donc je suis désolé, vous allez entendre un peu des termes un peu particuliers en pathologie neurologique. Et le but, c'est pas de vous démontrer que les immunoglobulines, elles ont prouvé un peu leur intérêt dans les maladies neurologiques. Et vous le savez très bien que les maladies neurologiques, c'est un peu lourd dans la prise en charge, vu les déficiences motrices, sensitives et l'handicap majeur qu'ils peuvent entraîner. Et je ne vais pas vous dire que les indications, bien sûr, classiques des immunoglobulines en pathologie neurologique ont été bien établies, mais ce n'est pas ça l'objectif de mon intervention. L'objectif, c'est, à travers une petite expérience, mais qu'on a essayé de résumer en 2 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'on a choisi ces 2 ans et demi, les 2 dernières, parce qu'on a eu accès à certaines techniques immunologiques en pathologie neurologique. Et donc, je vais vous montrer à travers cette série qu'il y a une philosophie, en fait, de discussion de ces immunoglobulines en pathologie neurologique. Et que vous allez le voir, et ça a été bien dit par une phrase par mon ami professeur Bousfeha qui m'a invité à cette réunion, et que je remercie, c'est-à-dire dans le sens que les recommandations, vous allez voir à travers des cas cliniques, que malgré les recommandations qui ont été établies, il y a quand même une évolution des idées. Il y a une évolution du concept de l'indication des immunoglobulines dans la pathologie neurologique. Et je ne vais pas vous parler du coût élevé, malheureusement. Vous avez les immunoglobulines gratuitement dans ce pays, mais on ne l'a pas. L'approvisionnement variable, donc ce qui nous pose énormément de problèmes pour la gestion de ces patients en urgence, parce qu'on a des pathologies urgentes à traiter en pathologie neurologique. Et je ne vais pas vous parler aujourd'hui des nouvelles indications, parce que vous savez très bien que les immunoglobulines connaissent une expansion d'indications énorme et magnifique, ça nous arrange, que ce soit dans le sens de la maladie d'Alzheimer, que ce soit dans le sens de l'AVC, que ce soit dans... mais qui restent des choses quand même très débattues sur le plan scientifique, mais qui ont été quand même publiées. Et donc je vais me limiter aux indications vraiment reconnues par les recommandations internationales. Alors, on s'est basé, bien sûr, avant de vous donner notre petite expérience de l'utilisation des immunoglobulines, sur, bien sûr, l'état des lieux, des indications, et sur les règles de bon usage. Et c'est ça sur le point sur lequel je vais insister énormément, parce que bien réfléchir l'indication, c'est le plus important quand on veut traiter par des immunoglobulines en immunomodulation. En immunomodulation, c'est de bien choisir le patient, de bien choisir la pathologie et de ne pas commencer à donner des immunoglobulines à tort et à travers. D'un côté, ça limite l'utilisation chez le vrai malade et la vraie indication, et ça diminue de l'intérêt de l'immunoglobuline. Et donc, ça touche un peu les deux sens. Alors, vous connaissez très bien les evidence classification et les rating of recommendation dans les pathologies en général en médecine. Et là, je projette un peu nos indications classe 1, c'est-à-dire la classe 1, c'est-à-dire c'est la pathologie périphérique Guillain-Barré, le Guillain-Barré syndrome. C'est IDP, c'est les neuropathies périphériques chroniques, handicapantes, inflammatoires. La myasthénie, et je vais vous donner quelques exemples, la myasthénie auto-immune. Et dans la classe 2, 3, 4, comme vous voyez, c'est les encéphalites auto-immunes. Et vous allez voir que même s'il y a la classe 1, 1 pour 3 indications, 3, 4 pour l'encéphalite, qui est une pathologie lourde, parce qu'elle peut donner des troubles psychiatriques, des crises épileptiques, et même le décès, donc c'est vital. Et vous avez vu que c'est classe 3, 4. Alors je vais vous prouver à travers notre petite série
que ce n'est pas toujours valable. Et que je suis convaincu que durant les années, 2 années, 3 années, tout va changer dans le sens indication et évidence. Alors, vous savez très bien qu'il y a l'AFSAPS qui a publié un peu les groupes, c'est-à-dire groupe 1 avec autorisation de mise sur le marché, le groupe 4 où c'est des situations hors AMM, ou bien le groupe 3 où c'est des situations non acceptables parce qu'il n'y a pas d'étude qui a démontré le bénéfice ou bien le rapport bénéfice-risque. Et je vous passe un peu de toutes ces publications qui soulignent toujours cette hiérarchisation d'indications. Et je vais m'arrêter rapidement sur cette plaque parce que c'est la dernière version 2018, le mois de mai 2018, qui donne un peu les priorités d'utilisation des immunoglobulines en immunomodulation en pathologie neurologique. Vous avez vu en rouge, c'est prioritaire. Prioritaire, c'est le Guillain-Barré. Le Guillain-Barré, c'est une neuropathie périphérique aiguë, fatale. C'est-à-dire, si vous ne traitez pas, le malade risque d'avoir une détresse respiratoire et le décès en réanimation. Et donc, c'est une priorité parce que l'utilisation des immunoglobulines a permis quand même de raccourcir le séjour en réanimation ou bien, dans cette situation, d'éviter le recours à la ventilation assistée. Et donc, c'est une priorité en rouge. Vous voyez pour les 3 autres indications que je vais montrer sur les plaques, qu'il y a la neuropathie chronique, qu'il y a la neuropathie motrice multifocale, qu'il y a la myasthénie auto-immune, qui est une pathologie également qui peut être fatale, la myasthénie auto-immune. Si vous ne faites pas attention et que votre patiente, je dis patiente parce que souvent c'est le sexe féminin, fait une détresse respiratoire et se retrouve en réanimation. Et on a eu l'expérience de patientes qui sont restées 6 mois, 8 mois en réanimation à cause d'une myasthénie. Et là, je pense que ce n'est pas acceptable, si on veut rester clair. Et vous voyez, pour les encéphalites auto-immunes, que c'est en bleu, donc c'est réservé dans l'utilisation de risques vitaux, et on n'est pas d'accord. Je vais vous démontrer pourquoi. Parce qu'on est des médecins quand même, et on ne réagit pas uniquement sur vital, pas vital, parce qu'il y a le fonctionnel chez un être humain. Ce n'est pas uniquement le vital. Si on se limite au vital, je vais vous démontrer qu'un être humain, il peut vivre normalement en se traitant correctement. Et ce n'est pas de lui réserver ça quand il va mourir. Voilà, donc notre étude, elle est simple parce qu'on a pris 2 années et demie, et on a pris tous les malades avec une analyse rétrospective a posteriori pour voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, pas bien fait. Donc vous allez voir qu'on va sortir avec 4 rubriques. Là, on a respecté les recommandations et on était satisfait. C'est le Guillain-Barré. On a respecté les recommandations, on est satisfait. Le deuxième, on a respecté les recommandations publiées avec classe 1, avec level A, mais on n'était pas satisfait. On ne sait pas pourquoi. Il y a une classe, c'est les neuropathies périphériques chroniques inflammatoires. On a respecté les recommandations. On était satisfait partiellement, mais pas totalement, et on a compris pourquoi. Et je vais vous expliquer pourquoi sur les bases des dernières publications. Et la dernière, c'est qu'on n'a pas respecté les recommandations du tout. C'est les encéphalites, et on était très satisfait. Voilà. Donc, pour vous dire que les indications des immunoglobulines, à travers les années, ils vont changer. Donc, voilà notre série, avec en premier les Guillain-Barré, les polyradiculonévrites aigus, 6 cas, les myasthénies auto-immunes, les polyradiculonévrites inflammatoires chroniques, et les neuropathies multifocales, et les encéphalites auto-immunes, qui d'ailleurs ne figuraient pas. Et je vous ai démontré, c'est la classe 3-4 dans les recommandations. Et pour l'Agence nationale de sécurité des médicaments, c'est classé quand il y a un risque vital, alors qu'on l'a utilisé chez ces patients. Voilà, j'ai commencé par les effets secondaires pour dire que globalement, c'est bien toléré quand même en immunomodulation. J'ai aucune expérience en immunosubstitution. Et en immunosubstitution, c'est bien toléré à travers notre série. On n'a pas noté d'accidents graves. Juste quelques céphalées, des nausées, vomissements, un malaise, une hypotension. Mais c'est des situations classiques avec l'utilisation des immunoglobulines, mais il n'y avait aucun cas d'arrêt de traitement à cause de l'administration des immunoglobulines. Alors je commence par le Guillain-Barré. Le Guillain-Barré qui est la pathologie, je peux dire, du sujet jeune, la plus grave sur le plan vital et fonctionnel, et qui a eu quand même la première recommandation d'utilisation des immunoglobulines. Je vous donne un tableau typique. Un patient qui en quelques heures, jours après, il est au fauteuil roulant,
en moins de 48 heures. Donc voilà une pathologie neurologique rapidement aiguë, rapidement progressive vers l'handicap moteur et l'handicap respiratoire. Et donc, diagnostic retenu sur l'EMG, sur l'APL, on trouve cette dissociation cytoalbuminorragique classique dans le Guillain-Barré. Et c'est un patient qui a bénéficié de l'administration rapide. Il a eu de la chance d'avoir des immunoglobulines rapidement de 5 jours et une amélioration. L'amélioration, c'est le tableau typique de Guillain-Barré dont on est satisfait. Donc voilà un peu si vous ne traitez pas, et même si vous traitez, c'est des malades qui évoluent quand même rapidement vers l'amyotrophie en 2 semaines, 3 semaines. Amyotrophie, fauteuil roulant et après l'handicap. Et quand je vous dis que ça touche, l'exemple que j'ai donné sur le sujet âgé, c'est rare, mais le plus souvent chez le sujet jeune, quand même le Guillain-Barré. Donc si vous parlez d'un handicap, et l'enfant, effectivement, chez l'enfant et le sujet jeune, et quand on parle d'handicap, chez une personne en pleine activité, donc c'est un retentissement social très très important sur la société socio-économique. Je vous passe un peu des formes cliniques et tout, pour vous dire qu'on a vraiment respecté les recommandations. Voilà, les recommandations, c'est la classe 1A, c'est le meilleur traitement à la phase aiguë. C'est une pathologie aiguë, c'est pas chronique, donc on est content, on donne une seule cure et on est point à la ligne. Il y a la possibilité d'une deuxième cure, qui a été un peu publié récemment, mais dans le mois, c'est-à-dire si vous voyez l'intérêt, il faut la faire dans le mois. Et j'insiste sur ces points parce que parfois on voit des cas où on donne des immunoglobulines à partir de 6e semaine, 5e semaine. Ça ne sert à rien, vous perdez de l'argent et de l'indication et vous empêchez quelqu'un d'autre d'en profiter. Et ça c'est très important, c'est pour ça que j'insiste dans l'introduction que c'est bien réfléchir, c'est ça la clé de la réussite de nos indications et prescription des immunoglobulines. Alors voilà, les résultats un peu de notre série, c'est qu'on était satisfait, une bonne évolution chez tous les cas, à part un cas qui est resté stationnaire, et un cas malheureusement, et là j'ai exprès mis en rouge, c'est qu'il n'a pas eu accès aux immunoglobulines. C'est malheureux, un Guillain-Barré qui n'a pas accès, c'est une pathologie urgente, grave, aiguë, et qui n'a pas eu accès parce qu'il n'était pas ramidiste et n'a pas de moyens. Bon, voilà. Bon, je mets un peu le point sur quelques formes de Guillain-Barré, pas uniquement pour vous les citer, mais c'est exprès. C'est que il y a des formes qu'on disait avant axonales sévères et qu'on ne s'acharnait pas beaucoup sur le plan thérapeutique et qu'on a changé maintenant d'avis, et surtout chez l'enfant. C'est les formes axonales qu'il faut traiter rapidement parce qu'ils ont maintenant un bon pronostic. Et donc vous pouvez éviter à cet enfant l'handicap chronique. Et la deuxième forme, c'est le Miller-Fischer. Je vais vous simplifier le Miller-Fischer. Le Miller-Fischer, c'est une forme particulière de Guillain-Barré où on n'a pas de déficit moteur, mais on a plutôt une ophtalmoplégie avec une petite ataxie. Pourquoi je l'ai souligné? C'est une forme qu'il faut vraiment bien réfléchir avant de donner les immunoglobulines. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent s'améliorer spontanément. Donc éventuellement... Donc, éventuellement, ce n'est pas la peine de prescrire. Et le clinicien doit avoir ce réflexe un peu, cette vision, pour ne pas prescrire, le garder pour l'autre, qui n'a pas pu avoir cette immunoglobine qui était en réanimation. Donc, ça, c'est des particularités à prendre en considération. Alors, le deuxième cas de figure, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on a respecté les recommandations, mais on n'était pas du tout satisfait. C'est la neuropathie motrice multifocale pure. Alors là, c'est une pathologie qui est chronique, différemment du syndrome du Guillain-Barré. Et je vais vous la résumer en un mot, c'est qu'il évolue longtemps, depuis des années. Elle intéresse surtout les membres supérieurs. Et secondairement, il peut toucher les membres inférieurs, mais c'est une neuropathie très amyotrophiante et handicapante sur le plan fonctionnel. Elle touche les membres supérieurs, et elle touche la distalité des membres supérieurs. Et donc, cette pathologie, sur les recommandations, elle figure parmi les premières avec un niveau A et une classe 1. Donc il faut donner les immunoglobulines systématiquement pour ces patients, mais il faut les donner précocement, chose qu'on ne fait pas parce que le malade, elle traîne déjà pour le diagnostic et elle traîne encore plus pour avoir les immunoglobulines. Et donc vous vous retrouvez devant un malade, comme je l'ai cité, qui évolue depuis une dizaine, quinzaine d'années. Donc, elle est déjà au stade déficitaire et il ne peut plus utiliser ses membres supérieurs. Et donc, ce n'est pas vital, certes,
mais c'est prioritaire parce qu'elle a perdu la fonction de ses mains. Donc cette notion un peu de vital en rouge et le bleu, s'il ne meurt pas, donc on le laisse tranquille, je ne suis pas d'accord. Donc il y a toujours du vital pour chaque individu, que ce soit vital pour mourir, soit vital pour fonctionner. Pour fonctionner, on ne peut pas lui dire, puisque vous n'allez pas mourir, gardez vos mains comme ça et c'est tranquille. Voilà. Donc voilà, on a utilisé 7 cures. 7 cures d'immunoglobuline, peut-être parce qu'on est venu un peu tard dans le traitement, et on a incriminé ce facteur temps pour démarrer les immunoglobulines. Et on était obligé d'alterner, parce qu'après on n'a pas pu lui administrer des immunoglobulines. On était obligé d'alterner vers les cyclophosphamide, c'est-à-dire les immunosuppresseurs, ce qu'on appelle les alternatives thérapeutiques, pour ce type de pathologie purement motrice, purement déficitaire, membre supérieur, et qui était malgré ça, comme je vous ai dit, classé 1 sur les indications. Et vous voyez dans notre série, on n'était pas vraiment satisfait. Et même le cas où... C'est une pathologie rare, bon, heureusement. Même le 3e cas, il y a une petite évolution favorable, après il est resté stationnaire. Donc ce n'est pas fameux comme résultat. Et ça souligne un peu plusieurs questions. Quand est-ce qu'il faut donner les immunoglobulines? Peut-être si vous tardez trop, ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent et des immunoglobulines, il faut penser à autre chose. Donc voilà un peu les réflexions et les discussions qu'un clinicien doit avoir avant d'indiquer. Ce n'est pas uniquement parce qu'il est telle pathologie qu'on donne des immunoglobulines pour ne rien observer. La 3e catégorie dont je vous ai parlé, c'est le cas où on a 2 groupes. Un groupe où on était satisfait et on a suivi les recommandations. Les polyradiculonévrites chroniques, c'est parmi les indications classées 1. Mais on a une partie où on était satisfait, la 2e, non. Je vais vous expliquer rapidement. Alors, l'observation typique, c'est des malades qui ont des troubles de la marche, mais qui évoluent depuis des années. Malheureusement, la vidéo ne passe pas. Je ne sais pas. Bon. Ça ne passe pas. Juste pour montrer un peu le déficit moteur sévère des membres inférieurs cette fois-ci. Pas comme la neuropathie motrice. Et des troubles sensitifs. Et la vidéo, elle montrait un peu un steppage majeur. Un steppage, c'est des malades qui marchent avec un steppage handicapant, avec risque de chute et retentissement psychologique très très important. On a traité cette patiente correctement, on a mis 6 cures, mais on a vu que les scores d'évaluation motrice n'ont pas bien évolué dans le sens positif. Alors, on s'est posé la question, mais pourquoi? On a respecté toutes les recommandations, il a été traité correctement. Et là, il y a un concept nouveau de cette pathologie qui sont les PIDC, ou bien les polyneuropathies chroniques inflammatoires, qui est la découverte de certains anticorps spécifiques. Pourquoi je souligne ça pour les cliniciens? Parce que c'est très important de connaître cet aspect qui sont les nodopathies. Je ne vais pas compliquer la chose, c'est que juste la myéline, il y a un nœud de Ranvier sur le nerf particulier. On a trouvé qu'il y a des anticorps spécifiques de ce nœud de Ranvier sur la myéline. Voilà. Et que si vous trouvez qu'il y a des anticorps, voilà l'immunologie qui intervient. Et j'aime bien ce concept d'anticorps immunologie corrélé à l'indication et à la réflexion. Et voilà pourquoi j'insiste sur ce point, parce qu'on a dit que dans les polyneuropathies chroniques inflammatoires, si vous trouvez ces 2 anticorps, les neurofacines et les contactines, ben ce n'est pas la peine d'administrer des immunoglobulines. C'est comme ça, c'est noir sur blanc. Je trouve cet anticorps, je ne donne pas d'immunoglobulines parce que l'expérience, et ça c'est les études rétrospectives dans des grandes séries qui ont démontré que si vous avez ces 2 anticorps, vous avez soit une faible réponse aux immunoglobulines, ça c'est les contactines qu'espère, soit vous avez une résistance aux immunoglobulines. Donc pourquoi donner les immunoglobulines alors qu'ils font partie des polyradiculonévrites chroniques inflammatoires qui étaient classés il y a 10 ans, il y a 15 ans comme classe 1. Vous voyez que les choses, elles changent dans les indications. Ce n'est pas la même chose. Et donc il faut suivre les actualités, il faut suivre un peu l'évolution des choses. Et ces 2 concepts anti-neurofacine et anti-contactine ne donnaient pas des immunoglobulines. Il faut passer à autre chose pour garder ces immunoglobulines pour les polyradiculonévrites chroniques inflammatoires, mais qui n'ont pas ces anticorps. Et comme ça, on dirige un peu nos forces
et nos efforts correctement. Et après, on est satisfait quand même. Parce que si j'administre à ces personnes et je me dis, mais pourquoi ça n'évolue pas, alors que je pouvais donner directement d'autres alternatives thérapeutiques. Je passe sur certaines indications. Et l'avant-dernière, pour rester dans mes 25 minutes, c'est la myasthénie. Alors la myasthénie est une pathologie bien sûr également grave pour deux raisons. Parce qu'elle est chronique. Et tant qu'il y a du chronique, c'est-à-dire tant qu'il y a du chronique, il faut qu'on soit à côté du malade. C'est ça la règle. Donc pour améliorer sa qualité de vie pour le long cours, c'est une pathologie qui peut donner des gènes fonctionnels, c'est-à-dire sur le plan myasténose, c'est-à-dire il y a une fatigabilité quand je fais un effort. C'est-à-dire quand je mastique, j'ai une fatigabilité, je ne peux pas terminer mon repas. Quand je regarde plus longtemps, je ne peux pas regarder correctement, je vois double. Et quand je parle au téléphone pendant 5 minutes, je ne peux plus parler. C'est ça la fatigabilité de la myasthénie. Et donc c'est gênant, je pense. Même si ce n'est pas vital. Mais c'est gênant. Alors, il fait partie des indications de recommandation récentes. Là, je souligne, récentes, ça ne figurait pas sur les indications. Mais malgré ça, on était satisfait d'un côté et pas satisfait de l'autre. Et là, je reviens à une chose, c'est qu'il faut revenir à l'immunologie, s'il vous plaît. C'est très important. Très important. Et on a trouvé que les myasthénies qui sont liées à cet anticorps, qui est l'antirécepteur d'acétylcholine, elles répondent bien. Vous voyez les scores qui évoluent entre 45 et 75 après une administration de 5 jours d'immunoglobuline. Et on était satisfait. On a amélioré la patiente sur le plan clinique, sur le plan suivi, il n'y a pas de problème. Voilà notre deuxième patiente avec un aspect clinique particulier et immunologique particulier. C'est un autre anticorps qui attaque la jonction neuromusculaire anti-MuSK. Et vous voyez, on a perdu un peu le temps. On a administré 5 jours d'immunoglobuline, mais la malade s'est retrouvée le lendemain en réanimation. Ce n'est pas parce que les immunoglobulines aggravent, non, pas du tout. Parce que cet aspect particulier de myasthénie, il faut choisir une autre alternative et garder ces flacons d'immunoglobuline pour les formes anti-RAC. On a plein de formes anti-RAC. C'est la forme d'ailleurs la plus fréquente, heureusement. 80%. Donc, ces 5 flacons, on pouvait les rajouter à l'autre patiente. Et donc, voilà comment on doit réfléchir en fait devant une pathologie neurologique. Et ce n'est pas uniquement parce qu'il y a l'indication, c'est écrit et qu'on doit... Et là, je trouve, c'est une finesse un peu sémiologique, immunologique et de réflexion magnifique quand on commence à réfléchir de cette façon pour indiquer correctement nos immunoglobulines. Là, ça résume un peu ce que je viens de dire. Tous les myasthénies avec anti-RAC ont bien évolué. Les deux avec anti-MuSK, non. L'une, elle est restée plus ou moins stationnaire et l'autre, elle s'est aggravée. Alors, c'est là où on a cette publication récente de 2018 qui vous dit, elle est magnifique, c'est-à-dire, devant une myasthénie, il faut voir l'anticorps avant de traiter. Voilà, je vous ai résumé un peu la situation. Et je termine, c'est ma dernière partie, par les encéphalites. Les encéphalites auto-immunes. Et les encéphalites, c'est des pathologies immunologiques, on va dire, mais qui sont soit paranéoplasiques, c'est-à-dire il y a une tumeur sous-jacente, soit non paranéoplasique, c'est-à-dire immunitaire tout court. Et je vous donne deux cas rapidement. Un cas où la patiente s'est manifestée avec une confusion, vertige, une amnésie, des crises d'épilepsie, avec un examen catastrophique neurologique, c'est-à-dire une altération importante. On traite par des immunoglobulines, l'imagerie qui montre un peu des hypersignaux temporaux, donc typique de l'encéphalite limbique temporale. On traite par les immunoglobulines, ça ne donne rien. Et on fait un bilan immunologique qui montre des anticorps anti-MA positifs. Mais bon, c'est des encéphalites spécifiques à anti-MA2. On traite et le patient, il décède 5 mois après. Donc ça ne sert à rien de donner des immunoglobulines. Il fallait donner autre chose. Donc je reviens sur l'immunologie. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ça c'est l'anti-MA2 et le deuxième cas c'est le contraire. Regardez pour vous dire que ce n'est pas toujours parce que question vitale qu'on doit faire, ça n'a rien à voir. Le deuxième cas d'encéphalite, un jeune de 37 ans avec un tableau purement neuropsychiatrique qui a été d'ailleurs traité en psychiatrie, en neurologie partout, donc 2003, 2004, 2011, donc une symptomatologie neurologique récurrente avec des troubles mnésiques, des crises épileptiques hémicorporelles, donc partielles.
On fait l'imagerie et une encéphalite. On fait le bilan immunologique, on trouve un anti-NMDA. L'anti-NMDA, vous connaissez très bien, c'est un spectre particulier d'encéphalite qui est caractérisé spécialement par une manifestation neuropsychiatrique. Donc il faut faire attention sur le plan diagnostique, sur le plan anticorps. Alors ce patient, c'est vrai qu'il n'avait pas un risque vital, mais croyez-moi, il avait une perte d'emploi, qualité de vie détériorée sur le plan conjugal, familial et professionnel. Et quand on a traité par les immunoglobulines, il y avait un changement spectaculaire de sang. Voilà, je vous ai donné 2 encéphalites, mais à spectre immunologique différent, 2 évolutions différentes. Et là, on a transformé le patient avec une réinsertion professionnelle magnifique, aucune poussée avec un recul de 7 ans. Donc voilà, une bonne indication, une bonne évolution, et on est satisfait de notre traitement. Une mauvaise indication, on se demande pourquoi, mais il fallait juste creuser pour savoir pourquoi ça n'a pas réussi. Alors que je vous rappelle que les encéphalites ne figurent pas sur les classes 1. Voilà un cas typique de dire qu'il faut bien réfléchir avant de... Donc, pour terminer, je vous dis qu'on a déjà utilisé, bien sûr, les sous-cutanés grâce à l'intervention de Sebo Sfeha une fois pour une patiente. Donc, on a une expérience dans le switch intraveineuse sous-cutanée en pathologie neurologique, bien sûr en se basant sur les recommandations. Et je termine pour dire effectivement que l'indication des immunoglobulines en immunomodulation doit être bien réfléchie. C'est le plus important. Il faut suivre un peu cette corrélation immunologie-indication. C'est très important. Et on ne peut pas se limiter au risque vital, il faut penser au risque fonctionnel de ces patients et à leur qualité de vie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vital, je ne lui donne pas les immunoglobulines. Je tiens à remercier toute l'équipe de neurologie. Je tiens à remercier particulièrement Dr Brada qui a participé spécifiquement à l'élaboration de ces résultats. Je vous remercie.